Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas Zesevic et je suis le directeur des opérations de BGFI à Paris et à Tunis. Nous sommes ravis, Benjamin et moi, de vous présenter notre démarche de Starter Kit Data Science sous forme de webinar et nous espérons que cela va vous intéresser. En termes d'organisation, le webinar va durer une trentaine de minutes et s'en suivra 15 minutes de questions-réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions dédiées. Avant de laisser la parole à Benjamin, qui est responsable R&D ainsi qu'Innovation and Solution Manager Data Science, je profite du moment pour vous présenter en quelques mots notre groupe et l'expertise de BGFI. BGFI est membre de la Positive Thinking Company. C'est un groupe qui a été fondé en 2015 et qui fournit des solutions technologiques et du conseil à destination de nos clients. La PTC a généré un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2019 et est composée de plus de 2000 collaborateurs, répartis principalement en Europe et en Asie du Sud-Est. Parmi les sociétés qui composent la PTC, nous pouvons citer Adneum, qui fournit des solutions autour du dev, de l'infra et du cloud, World of Digit, qui fournit des solutions autour de la transformation digitale, Red Cactus, qui fournit des solutions de cybersécurité, et bien évidemment BGFI, qui fournit des solutions en data et analytics. Quelques mots maintenant sur BGFI. Comme je l'ai évoqué précédemment, nous portons l'offre Data et Analytics du groupe PTC, avec à peu près 200 collaborateurs qui interviennent sur différents domaines de cette expertise, 6 bureaux répartis principalement, comme je l'ai évoqué, en Europe et en Asie du Sud-Est, un chiffre d'affaires d'à peu près 20 millions d'euros en 2019, près de 80 clients, 6 partenariats principaux puisque nous sommes intégrateurs de solutions, donc nous avons comme partenaires IBM, SAS, Alteryx, Tableau, Microsoft et AWS, et 4 domaines d'intervention principaux. Rapidement, je cite pêle-mêle la data governance, la data analytics, la data intégration, la data platform, mais le domaine qui nous intéresse aujourd'hui est la data science. Et je laisse la parole à Benjamin. Bon webinar. Bonjour à toutes et à tous. Alors la question qu'on entend de plus en plus souvent, évidemment, c'est encore parler de data science. Je dis un gros oui, on va encore parler de data science, effectivement. Alors, on va parler de data science un peu plus concrète, on va parler de use case, comme on vous a dit dans le résumé. On parle beaucoup de data science la plupart du temps sur des gros succès de data science, que ce soit du deep learning, que ce soit de l'IA, que ce soit du machine learning, mais que ce sont souvent des grosses choses, alors que la data science commence beaucoup plus en amont et il y a déjà beaucoup de choses à faire sur des choses moins ambitieuses que le jeu de Go, que reconnaître des chiens et des chats, enfin des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus business. Ça se voit dans les chiffres que vous connaissez sans doute, par exemple, qui illustrent le nombre de Chief Data Officer qui a explosé entre 2012 et 2019. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie prise en compte, évidemment, que la donnée est importante, qu'il faut essayer de la gérer, de la considérer comme une matière première qui a une valeur énorme. Maintenant, malgré ce nombre de Chief Data Officer qui explose, on a quand même des chiffres qui montrent que, en tout cas au niveau de grosses entreprises, donc c'est valable pour les grosses entreprises et pour les startups ou les moyennes entreprises, les fonctionnements sont un peu différents et les psychologies sont un peu différentes, mais en tout cas pour ces grandes entreprises, on voit qu'il y a une sorte de peur, de fébrilité sur le fait de commencer à intégrer la donnée comme une vraie plus-value. On le voit aussi comme sur ces 2 derniers chiffres, sur les 88% de ces C-level, donc CEO, CDO, CSO, CXO, etc. Tous les CXO, les Chief Something Officer. Donc 88% comprennent l'urgence d'investir dans le big data qui regroupe sur ce sondage qui regroupe la data science en général, mais 75% admettent la peur d'une disruption trop soudaine, ce qui est normal. À force d'en parler autant qu'on en parle sur des énormes projets avec des algorithmes très complexes, etc., forcément, on a l'impression que le moindre step vers la data science va changer tous les fonctionnements. Alors qu'en vérité, je pense que vous le savez aussi, c'est pas forcément vrai. La data science, pour refaire un laïus très rapide, ça existe, enfin, moi, en tout cas, je considère que ça existe depuis que la donnée existe. Or, la donnée existe depuis très longtemps. On a commencé par compter avec nos doigts, puis après avec des crayons, et ensuite, donc papier-crayon, ensuite calculette, ordinateur. On fait des calculs de stats, d'apprentissage de plus en plus complexes, et maintenant, on a un nombre d'outils qui sont à la disposition des data scientists et des data analystes et des data engineers, des ML engineers aussi, machine learning engineers, qui est vaste, qui est énorme. Et ça aussi, ça contribue à faire peur pour commencer des projets de data science ou pour essayer d'initier des démarches de data science. Tous ces outils sont extraordinaires,
Mais la question, comme à chaque fois on se la pose, c'est pourquoi faire? C'est-à-dire que si on ne se pose pas cette question, on est plutôt du côté de la recherche fondamentale, on va dire. Et moi, c'est de là que je viens de l'académie, donc je suis tout à fait heureux de la recherche fondamentale, mais on est très loin des problématiques business qui nous intéressent réellement ici. Il faut qu'on ait cette notion de problème qu'on résout. Donc, mais pourquoi faire? Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer sur ce webinaire, deux use cases, en fait, deux domaines qu'on va couvrir, où on va voir que de façon très simple, on peut trouver des use cases quand on n'en a pas. L'idée, c'est ça. C'est notre démarche data science habituelle. Elle se compose de façon assez traditionnelle d'une phase où on va initier une discussion avec un client sur le besoin, l'exprimer, essayer d'être clair sur les limites, les contraintes, ce qu'on souhaite en obtenir, etc. Tout à fait normal. On a une petite phase de data gouvernance, d'audit, on va dire, pour voir s'il y a besoin. Mais si tout se passe bien, si les données sont utilisables telles quelles, on passe directement à de l'analyse avancée, de l'advanced analytics, des techniques de machine learning, deep learning, etc., qu'on incrémente et jusqu'à ce qu'on ait une validation d'un modèle ou que notre projet fonctionne. Et ensuite, une phase de restitution de connaissances. Ça, c'est l'approche habituelle qu'on a en data science, de notre côté. La seule chose, c'est que ça marche que s'il y a, encore une fois, un use case qui est connu et exprimé dès le début. S'il n'y en a pas, on ne peut pas du tout avancer, puisqu'on ne va pas juste prendre des données au pif, faire du machine learning, juste pour le plaisir de faire du machine learning, pardon, et ensuite avoir une restitution, bon, qui ne veut rien dire, vu qu'on n'a pas de use case qu'on traite, on n'a pas de problème à résoudre. La chose, en revanche, c'est qu'à partir du moment où vous avez un minimum de données, et on va voir des volumes, là, dans les slides qui suivent, des volumes très faibles, on peut déjà explorer ces données et en fait voir qu'on a des use cases, des débuts de démarches qu'on peut initier assez simplement. Donc, s'il n'y a pas de use case, il faut le créer, parce qu'à partir du moment où vous avez de la donnée, vous avez très certainement des use cases disponibles, des use cases qui existent. Le premier cas qu'on va voir, c'est dans le domaine de la logistique. On a un client qui est donc un acteur international de la logistique qui agit dans pas mal de pays dans le monde. Et donc l'idée, c'est qu'on a une entreprise qui s'occupe de gérer la livraison, la distribution de certains colis, de palettes, de cartons, de produits périssables ou pas. Là, en l'occurrence, ça va être de la boisson et ça va être dans un seul pays, la Belgique. On va voir. Donc en gros, voilà ce qu'on a eu. On a un client qui nous dit ce qu'on voit dans les slides d'avant, c'est-à-dire j'ai des données mais je ne sais pas quoi en faire, en gros, et c'est une phrase qu'on entend très souvent, j'ai des données mais je ne sais pas quoi en faire. Là, on a des données qui sont issues du WMS, donc du Warehouse Management System, qui sont tous les logiciels qui s'occupent de gérer les stocks dans les entrepôts, de gérer les envois, de gérer les scans, etc. Donc c'est un outil de gestion d'entrepôt dans un entrepôt. On avait accès à des fichiers XML. La volumétrie est faible parce qu'on avait 50 fichiers qui comprenaient entre 728 et 60 000 et quelques lignes. En moyenne, il y en avait 10 il y avait environ 10 000 lignes et 650 variables, 650 champs. Donc, ce que je vous montre ici à droite, c'est volontairement, pardon pour le mot, imbitable, c'est-à-dire que c'est volontairement pas lisible. On a une succession de fichiers où il y a des informations qui sont très disparates. Il y a certains champs qui sont vides, d'autres qui ne sont pas vides, certains qui sont intéressants, d'autres qui ne le sont pas. On a 650 champs différents. Tous sont loin d'être pertinents. Sauf qu'au milieu de toute cette information qui est dispatchée sur des dizaines et des dizaines de fichiers, on va voir qu'on va pouvoir en extraire certaines choses. Et ces 50 fichiers, ils ne concernent qu'une seule journée d'activité pour un seul pays, donc la Belgique. Ça veut dire que potentiellement, on a accès, donc seulement pas potentiellement, pardon, on a accès simplement à un sample des données, un tout petit sample, et évidemment, ces données, il y a de la donnée sur beaucoup plus de pays et beaucoup plus de journées d'activité. La démarche, ça va simplement être pour le moment de comprendre les fichiers. Ces fichiers XML sont durs à lire et c'est normal. On va essayer de les consolider. Ce que je vous montre à droite, c'est une extraction sous format Excel. Alors, on ne travaille pas forcément sous Excel. Nous, on va travailler classiquement sous Python, avec Pandas ou avec d'autres bibliothèques ou d'autres langages en fonction. Mais là, pour le coup, c'était en Python. C'était juste pour une extraction sous Excel parce que ça reste quand même un format assez classique que les clients aiment bien. Mais juste déjà d'avoir quelque chose de concis où sur 50 fichiers fois en moyenne 10 000 lignes, on se retrouve avec un fichier Excel qui est beaucoup plus léger et où tout a été consolidé. Ça demande de la compréhension du métier, ça demande de la compréhension de l'exploration de données surtout, et ça nous permet d'avoir un seul fichier, une seule source de données qui est
qui est à traiter. Ça simplifie déjà beaucoup le problème. La deuxième chose, c'est que on a toutes ces données-là. Maintenant, enfin, on se doute, mais on sait que notre client n'a pas accès à une visualisation de ces données. C'est-à-dire que même ce fichier Excel, c'est très dur à digérer. Et on va commencer déjà par illustrer, par visualiser ce à quoi ces données correspondent. Je vais juste switcher mon écran pour vous montrer l'idée ici. Hop, on a cette carte. Et cette carte ici, qui va se mettre à jour, il s'agit d'une partie de tous les produits qui étaient présents dans ces fichiers XML. Les points rouges correspondent aux entrepôts desquels ils viennent, desquels ces produits viennent. Et tous les autres points, ce sont les produits et leur lieu de livraison. Donc, par exemple, on voit à droite qu'on a du Red Bull, qu'on a de la Carmélite, de la Chouffe, etc., de la bière. C'est beaucoup de boissons ici. On va en sélectionner une, par exemple, la Spa Intense en 50 centilitres, et on voit que toutes ces bières viennent de ce même entrepôt pour cette journée-là. Elles ont été dispatchées dans tous ces magasins. Et la taille des points correspond à la différence qu'il y a entre ce qui a été commandé et ce qui a été effectivement livré. Là, on voit sur le champ diff, la 4e ligne de la partie bleue, on voit qu'il y a écrit 6, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 palettes qui n'ont pas été livrées. Je crois, sur cet exemple, il en a été commandé 24, il y en a 6 qui n'ont pas été livrés. Là, on a d'un coup une visualisation où très rapidement, on peut voir qu'il y a des soucis dans la livraison dans toutes ces livraisons-là. Là, il y en a 3, là, il y a 0, ok, très bien. La plupart sont correctes, mais il y en a pas mal. Il y en a certaines pour lesquelles ça ne fonctionne pas forcément. Donc ça nous permet d'un coup d'œil de voir s'il y a des soucis, si tout a été livré correctement ou non. C'est par exemple une petite visualisation qu'on a créée assez rapidement pour permettre déjà aux clients de se projeter, de se dire à partir de vos données de ce WMS, on peut déjà assez simplement, on peut les visualiser et voir quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de recul et un peu plus de sens que seulement des lignes dans un WMS. La deuxième chose, par exemple, un use case qui peut être intéressant aussi, c'est à partir des données qu'on a, de ces données-là, on a par exemple le poids du chargement, le volume du chargement, et on a les heures de départ, ainsi que les magasins auxquels ils arrivent. Et là, je vais vous partager une autre chose. Alors là, l'idée, c'est qu'on a mis en place un petit algorithme d'optimisation de trajet. C'est-à-dire que, hop là, c'est une vidéo que j'ai faite hier pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci pendant le webinaire. On a le point vert que vous voyez à gauche, c'est l'entrepôt d'origine de 2 produits, c'est ça, d'un produit qui va être livré à 2 magasins différents. Ce que vous allez voir là, je vais avancer un peu. On va avoir un camion qui livre en bleu marine, un camion qui livre un produit qui va être livré à Bruxelles. Hop là, par ici. Et on a un autre camion en bleu clair qui lui va livrer à Anvers. Il va remonter en haut et il va livrer à Anvers. Donc, ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on a cette manière de livrer qui est faite par notre client. On a un camion qui va à Bruxelles, un camion qui va à Anvers. Or, il est possible, j'avance un peu, voilà, on arrive à ça. Hop là, on arrive à ça. Il est possible de potentiellement optimiser ça aussi. On peut réfléchir à un algorithme qui nous permet au lieu de faire ces 2 trajets-là, on peut penser que, pourquoi pas mutualiser ces 2 trajets-là, vu qu'on a de la place dans le premier camion, mettre le chargement du deuxième camion et ne faire qu'un seul trajet. Je vais l'illustrer ici. Hop, donc notre camion part de Host. Hop, il y va. J'avance un peu pour ne pas perdre de temps. Il va nous faire un premier trajet à Anvers. Il va décharger à Anvers, il va continuer, il va aller à Bruxelles, et il va aller à Bruxelles. Voilà. Ça, il ne s'agit pas juste de dessiner des points sur une carte, hein, c'est en temps réel, basé sur une API OpenStreetMaps ainsi que du calcul de GPS, mais alors l'algo d'optimisation, c'est nous qui l'avons développé. En revanche, toute cette représentation-là, tout ce calcul en temps réel de distance, de temps de trajet, c'est fait par une API dédiée. Donc, ça nous intéresse aussi pour l'utilisation d'outils dédiés, de connexion à différentes sources d'API, etc. Si on fait la même simulation aujourd'hui, demain, à une autre heure, il est probable que ça aille ailleurs, que le camion prenne une autre route. Donc, c'est du temps réel. On retourne sur le diaporama. Donc, ce use case-là, qui est donc mettre en commun des camions pour, alors, l'avantage, il est évident, réduction de l'empreinte carbone. Si on a un camion au lieu de 2, on va faire un certain nombre de kilomètres en moins. Surtout si on pense que les camions doivent retourner à leur entrepôt initial, forcément, on va avoir un aller-retour qui va être économisé. On va avoir une diminution de la consommation de carburant qui est évidente.
Potentiellement, le camion qui va rester à l'entrepôt, qui va être inutilisé, soit il va être utilisé pour une autre commande, soit bah, on va pouvoir en profiter pour faire de le contrôle technique ou pour vérifier que tout va bien. Enfin, il y a plein de choses à faire à partir de là. Et ça, on a pu le faire seulement à partir des données auxquelles on avait accès, en se disant, bah tiens, il y a quand même peut-être des choses à faire à partir de ce qu'on voit, des temps de départ, des volumes, des poids de chargement, et on voit qu'on peut peut-être améliorer ça. Cédric, j'en profite pour répondre à une question. Ça représente combien de jours, heures pour faire cette optimisation de trajet? Juste le développement de cet algorithme, on parle de, si ma mémoire est bonne, on l'a fait il y a quelques mois, c'était entre 15 et 30 jours à peu près pour le test, enfin pour l'intégration des données, le test, la vérification, enfin, tout compris quoi. Entre 15 et 30 jours. Je sais que c'est du simple au double, mais voilà, le développement, vous savez comment ça se passe. Et puis il y a encore des choses à apporter. On parle là d'optimisation, de mutualisation de temps de trajet, de mutualisation de camions, pardon. Et ça, voilà, le POC en à peu près ce temps-là. Donc là, ce que les captures d'écran ici, c'est évidemment, vous allez avoir accès au PDF à la fin de ce webinaire. Donc c'est pour que vous ayez non pas des grosses vidéos dans le PowerPoint, ce serait beaucoup trop lourd pour vous, mais juste pour essayer de vous rappeler ce que je vous ai présenté. Et enfin, dernier use case possible, équiper les véhicules avec des objets connectés, évidemment. Pourquoi pas mettre de l'IoT aussi. On a aussi on peut penser à des preuves de présence. Une fois que le camion arrive à un endroit, on peut prouver qu'il a effectivement fait le trajet qu'il a fait. On peut confirmer qu'il est arrivé à son point d'arrivée avec de l'IoT, avec du GPS, enfin, avec beaucoup de choses. Elodie, j'en profite. Hein. Est-ce que ça fonctionne pour un nombre illimité de camions? Alors, ce serait très beau, ça. Ça, ce serait très beau. Je vais être très honnête, je serais plus ici. J'aurais monté une boîte et j'aurais fait fortune. Non, ce serait top. C'est très, très dur de faire de l'optimisation de trajet. C'est un problème qui est vieux comme le monde, qui s'appelle le problème du voyageur de commerce. Il n'y a que des options, des manières d'optimiser ça qui sont basées sur de l'heuristique. En fait, la mutualisation, c'est un peu différent, mais en gros, on a quand même des soucis sur si on dépasse 100, 150, 200 camions, il faut commencer à adopter d'autres, disons, à mettre à l'échelle cet algorithme qui peut tout à fait l'être, mais il faut encore du travail dessus, c'est évident. Là, tel quel, ça fonctionne jusqu'à une centaine de camions, oui, c'est clair. Hop. Ensuite, on va passer au deuxième use case. Ce deuxième use case qui, lui, concerne le milieu du retail. C'est-à-dire, on a un client qui, lui, va avoir des produits de type cosmétique, et c'est déjà top pour son camion. c'est vrai, merci. Et donc, on a des produits de cosmétiques. Alors, du coup, la photo ne fait pas honneur à ce type de produit, mais elle est quand même très colorée. Ça fait du bien de voir un peu de couleur ces jours-ci. Donc, des produits cosmétiques dans un seul pays aussi. Et là, ça va être une problématique de type série temporelle. C'est-à-dire qu'on a des données de vente sur 3 ans, entre 1 mois et 3 ans, pardon, entre 1 mois et 36 mois. On va avoir un fichier Excel seulement. Donc, une volumétrie extrêmement faible pour le coup. On n'est pas du tout sur du big data. C'est l'intérêt aussi. Hein. On a juste des données de vente sur 1 mois à 3 ans. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Puisque pour le moment, les prédictions fonctionnent à peu près correctement, mais il y a de la place pour de l'amélioration. Donc, on part d'une sortie ERP direct, un fichier type Excel, volume très faible, 3400 lignes, c'est tout à fait gérable, ce qui est bien, mais on va pouvoir trouver des petits use cases avec ça. Une ligne par produit et un seul pays. J'ajoute aussi que, c'est assez important, ces produits sont déjà catégorisés en familles par notre client. Il considère qu'il y a déjà pour lui des familles de produits. Ça va être des vernis à ongles, par exemple, on est dans la cosmétique. Ça va être certains produits pour la peau. Ils ont déjà regroupé ces produits par famille et essayé de faire des prédictions de vente futures basées sur ces familles-là. Donc l'idée sur les séries temporelles, comme d'habitude, l'idée c'est qu'on a des données présentes et on cherche à prédire le futur de façon plus ou moins correcte. Donc on a ça par exemple, c'est des données de vente réelles de ce client-là. Donc sur un seul produit, on va avoir 3400 lignes comme ça. A la première année, B la deuxième, C la troisième. Donc on a bien nos 36 mois et on voit que ça fluctue beaucoup. Classiquement, sur des séries temporelles, pour tous les data scientists qui nous écoutent aujourd'hui, on va décomposer ça très classiquement, et les statisticiens, on va décomposer ça très classiquement en la saisonnalité, c'est-à-dire un pattern régulier qui se répète mois par mois ou semestre par semestre, année par année. Tous les ans, on constate peut-être qu'on a une augmentation de vente de crème glacée en juin, juillet, août, mais pas du tout en décembre.
c'est pas forcément vrai, mais voilà, si on a ce type de pattern-là, ça va être une saisonnalité à l'échelle de 12 mois. Et on va aussi extraire de cette, comment dire, de cette ligne, on va extraire aussi la notion de tendance qui, elle, essaye de déterminer la tendance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire globalement, en faisant fi de ces toutes petites fluctuations assez granulaires, essayer de voir vers où on va, vers où c'est cette courbe de temps. Et là, on voit qu'elle est descendue un petit peu, mais elle va avoir tendance à remonter. Et nous, je regarde le chat parce que j'ai entendu, prédiction dans un contexte Covid, c'est difficile. Tout à fait. Ah, mais clairement. Alors là, prédiction dans un contexte Covid, c'est très difficile. Même la prédiction de l'arrivée du Covid était très difficile, donc ça change beaucoup de choses et ça fait remettre en perspective certaines choses qui ont été clamées par le milieu de la data science. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, on va regarder les tendances seulement et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est déjà de challenger la catégorisation en famille de produits. Pourquoi? Parce qu'en data science, quelque chose qui est assez important, c'est que la connaissance métier, elle est indispensable. La deuxième chose, c'est que plus on met de connaissances humaines dans l'analyse des données, plus on va biaiser le modèle lui-même. Donc, une bonne piste parfois pour commencer, c'est de challenger ce qui semble évident et de se dire que certains types de produits vont avoir la même tendance, vont avoir le même cycle de vente, vont réagir de la même façon, ou alors que certains produits de la même marque vont réagir de la même manière aussi. C'est pas forcément vrai, c'est peut-être vrai, mais c'est pas forcément vrai. L'intuition vous dit que dans certains cas oui, dans certains autres non. Deux vernis à ongles peuvent avoir des dynamiques de vente très différentes, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'on a essayé de faire là, du coup, c'est de recréer des familles à partir de rien. On prend juste les données, on enlève toute la notion de connaissance qu'on avait sur tel produit appartient à telle famille et on va juste essayer de les clusteriser, de les classer en différentes catégories. C'est-à-dire que là, tous les points qu'on voit, tous les ronds qu'on voit, les cercles, représentent une tendance, justement. Cette courbe de tendance qu'on va revoir juste à la slide d'après. Et chaque couleur représente des tendances qui se ressemblent. Donc, on va avoir tous ces points-là qui appartiennent à la famille A, tous ces points-là de cette couleur à la famille B, etc., etc. L'intérêt, c'est qu'on ne sait pas à quoi ces familles correspondent. Ça peut paraître paradoxal, mais non, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on se départit de l'influence de l'analyse humaine qui parfois est erronée. Donc on sait juste que tout ça réagit un peu de la même manière et ça a un peu la même dynamique. Ça peut concerner des marques différentes, des produits différents entre eux. Ce qu'il y a dans cette famille, on peut le savoir, hein, mais c'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est de trouver des nouvelles manières de catégoriser nos données. Et effectivement, derrière chacun de ces points, on a des tendances. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a des tendances, c'est-à-dire sur ces 3 ans, ça, ce sont des courbes qui représentent l'évolution, la dynamique à 3 ans. On a d'abord une augmentation, puis une diminution. Tout ce groupe-là va avoir à peu près la même dynamique. Ici, tout en bas à gauche, on va d'abord avoir une énorme baisse, puis un plateau, parfois une augmentation. Donc ça, c'était une première idée, une première piste, essayer de voir qu'on peut avoir une autre manière de classer nos données et d'avoir différentes familles. Alors pourquoi faire? Pour essayer d'étudier la raison pour laquelle on aurait des dynamiques similaires. C'est-à-dire pourquoi, pour 2 produits qui ont l'air très différents, de marques différentes, qui sont un shampoing et un vernis à ongles, pourquoi on a des dynamiques de vente qui sont très similaires? Peut-être qu'il y a une influence de la localisation géographique des magasins. C'est-à-dire peut-être qu'il y a certains magasins qui ont une manière de vendre, qui ont un espace particulier, qui sont dans des villes particulières, dans des quartiers particuliers. Peut-être aussi que, alors ouais, voilà. L'intérêt aussi, ça va être de pouvoir prédire, et ça nous intéresse aussi, de pouvoir prédire lorsqu'on a très peu de données. Je m'explique. Il y a des produits qu'on va mettre sur le marché, on va dire qu'on a mis sur le marché il y a 6 mois. L'intérêt, c'est à partir de ces 6 premiers mois, d'arriver à essayer de prédire ce qui va arriver dans les 2 ans et demi suivants, enfin dans les 6 prochains mois ou dans l'idéal à l'année prochaine. C'est très ambitieux, mais l'idéal, ce serait ça, d'arriver à avoir le plus d'informations sur ce qui pourrait se passer pour un produit donné. L'avantage de créer ces familles de tendances-là, ça va être de dire, à partir de 6 mois, je peux dire que ce nouveau produit appartient à cette catégorie, à cette famille A. Et je sais que cette famille A, globalement, elle monte. Par contre, au bout d'un an et demi, systématiquement, elle descend. Ça veut dire que va falloir peut-être agir sur la façon de marketer ce produit, la façon de plein de choses à faire là, mais on va pouvoir avoir une indication
sur l'éventuelle évolution de la dynamique des ventes de ce produit-là. Et enfin, on peut essayer d'explorer le demand sensing, les possibilités du demand sensing qu'on entend beaucoup dans le retail, de plus en plus dans le retail. Classiquement, lorsqu'on présente le demand sensing, moi je parle de flux multilatéraux. Alors c'est le côté académique un peu assez précis. C'est juste pour dire que là, vous avez représenté du haut en bas une chaîne, on va dire une supply chain. On part de l'usine qui produit des produits, qui crée des produits, et on va arriver à la fin aux magasins qui les vendent. Entre-temps, on a de la transformation, on a de l'acheminement, on a plein de choses qui arrivent. Les supply chains, globalement, elles comportent parfois, sans exagérer, plusieurs centaines d'acteurs entre l'endroit où c'est produit et l'endroit, ou même l'endroit où la matière première est collectée, jusqu'à l'endroit où c'est vendu. Il y a des centaines et des centaines d'intermédiaires. L'intérêt du demand sensing, c'est de partir de cette fin de chaîne, c'est-à-dire au niveau du magasin presque, et presque à l'heure, ça dépend la granularité des données, à l'heure, à la journée ou à l'échelle de la semaine maximum. On va pouvoir mesurer des évolutions de dynamique de vente qui sont liées soit situation de crise, soit un comportement de clients très particuliers. Peut-être que les gens du BHV à Paris, à l'hôtel de ville, ont des manières d'acheter très particulières. Bon, et ben on va pouvoir adapter cette connaissance-là et la faire remonter jusqu'au point où c'est pertinent. Parfois, c'est l'usine de production. Si on a une petite opération sur des savons qui sont faits par un petit artisan du sud de la France et qu'il y a une explosion des ventes, on va pouvoir très rapidement propager cette information jusqu'à notre artisan, justement, et augmenter ses capacités de production. L'intérêt, c'est pas seulement de remonter de l'information, l'intérêt, c'est de faire communiquer toutes les parties prenantes de cette supply chain de façon sécurisée, etc., etc. C'est un mélange de data science et aussi de considérations un peu plus, on va dire, logicielles, crypto, blockchain, plein de choses qu'on peut mettre dedans. Mais le demand sensing est très prometteur parce que enfin, on peut rétropropager la donnée qu'on observe en fin de chaîne jusqu'au début de la chaîne. Et ça, c'est la même chose qu'on pourrait faire dans notre cas ici, c'est-à-dire de se dire, imaginons qu'on est à 1 an pardon, d'observation de dynamique des ventes et qu'on cherche à prendre une décision. On dit bon, et a priori ça va baisser, sauf qu'on sait que les produits de cette famille vont remonter en flèche sur l'année suivante. Donc il est peut-être pertinent d'anticiper un peu ça, comment dire, de refaire le plein de stock au cas où. Si on a un produit de cette famille-là et qu'on sait que de toute façon au bout de la 2e et la 3e année vont être à peu près terribles, le produit va clairement sans doute mourir, là on va peut-être pas essayer de surproduire et on va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une baisse drastique des ventes. Tout ça permet d'avoir une meilleure idée de la réalité des produits et du business qui est en train de se faire. Et c'est là l'intérêt. C'est pas non plus parole d'oracle. Là, on parle d'un use case qui est développé en quelques jours, quelques semaines. Donc, il y a des améliorations à faire. Ce sont des pistes qu'on essaye de donner en disant, voilà, on a un seul fichier Excel, on peut déjà trouver pas mal de use cases, pas mal d'ouvertures et pas mal de projets qu'on va pouvoir démarrer et qui vont pouvoir vraiment apporter de la valeur. Donc, pour conclure, c'est ce qu'on souhaite nous défendre, c'est cet aspect, la data science. Donc on en parle beaucoup, elle est très excitante parce que les applications sont presque illimitées, en tout cas de plus en plus, et les outils, comme je vous l'ai montré, il y en a énormément, il y a un outil par besoin quasiment, de data scientist quasiment, sauf qu'en l'absence de cas d'utilisation, il est très difficile d'avoir une raison pour oser faire de la data science, pour oser transmettre ces données, pour oser travailler dessus, pour oser effectuer un changement. Mais ce changement, de toute façon, il va apporter une valeur énorme, de toute façon. Et c'est une fois qu'on a ces use cases, qu'on va pouvoir utiliser tous ces outils et qu'on va, à l'aide de data scientists et d'équipes de data analystes et de développeurs et tout, savoir que, on va utiliser Google Platform et puis on va utiliser Tableau ensuite pour la REST. Moi, j'aime bien TensorFlow et Keras pour le deep learning. Et puis, on va faire un petit React.js, un petit appli web rapide. Voilà, et on va utiliser ci, ça, 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 ci. Et du coup, ce tableau qui est volontairement donc très fouillis et devient beaucoup plus clair une fois qu'on a un use case parce qu'on sait que, oui, moi, je sais de quoi j'ai besoin vu que j'ai ce cas d'utilisation à traiter. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas. Alors, il y a l'onglet questions qui est à droite et n'hésitez pas. Voilà, j'ai déjà répondu à quelques questions, mais
Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'avais juste une petite question à Benjamin par rapport à ce que tu as dit. Déjà, merci pour la présentation qui était très intéressante. Combien de temps, en fait, mettons pour mettre en place justement cette démarche chez un client? Très bonne question. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, on va être entre 2 semaines et 4 semaines maximum, en fonction de la complexité des données. Il y a des données qui sont les données XML que je présentais tout à l'heure, elles sont fouillies, mais c'est l'intérêt aussi, c'est de montrer que, en gros, ce dont on a besoin pour ce genre de démarche, ça va être de l'expérience, de la compétence, de l'expertise et des données. Avec cette expertise, les données fouillies que j'ai montrées, les XML, ça prend quelques jours quand même, sauf qu'on arrive toujours à en extraire quelque chose. On a d'autres cas d'utilisation dans la maintenance prédictive sur des aciéries où les données sont extrêmement lourdes, extrêmement complexes, les formats sont propriétaires et tout. On arrive toujours à en tirer quelque chose parce qu'on a de l'expérience dans le domaine. Donc, ça permet entre 2 et 4 semaines à avoir quasiment quel que soit le type de données, des résultats probants, des petites, alors on est sur l'état de POC, hein, mais des visualisations, de la cartographie par exemple en temps réel, des appels API, de l'utilisation d'outils dédiés, des algos qu'on développe comme ça et qu'on peut ensuite mettre en production. L'intérêt aussi, je rebondis, merci pour ta question, mais je rebondis aussi sur ça, sur le fait que derrière, l'écosystème dans lequel on est de la PTC, c'est clair que ces algos, c'est aussi la peur de les chiffres que je montrais sur les géants américains, non pas que ce soit un exemple, mais c'est la peur de la scalabilité. Or, on bénéficie, nous, de tout cet écosystème qui garantit presque la capacité de monter à l'échelle de façon pertinente et de façon robuste et d'assurer ensuite toute la maintenance derrière. Donc, c'est 2 à 4 semaines qui valent le coup. D'accord. Je crois qu'il y a une autre question de Cédric. Alors, vu la multitude d'outils, sans compter les nouveaux qui arrivent, comment choisir l'outil le plus adapté à son use case? Bah, c'est tout l'enjeu et c'est là où l'aspect, la définition ensuite du use case et ce que je montrais au tout début, la démarche data science traditionnelle qu'on a avec l'échange très important, définition du besoin, etc. C'est ça qui va nous permettre de définir un use case. Qui va permettre de définir quels outils on utilise. Typiquement, les considérations, ça va être, par exemple, au niveau des données, on est très sensible à ça. Est-ce que ça respecte le GDPR ou pas? Est-ce que ça doit respecter le GDPR ou pas? On travaille sur des données médicales, par exemple, en ce moment. On est obligatoirement contraint à utiliser des protocoles qui respectent des consignes, des consignes extrêmement drastiques. On doit respecter la loi, on doit respecter l'éthique, on doit respecter le GDPR. Donc, on va utiliser, par exemple, certaines choses qui nous garantissent ça. Et il est clair qu'on ne va pas mettre nos données dans des serveurs situés aux États-Unis. On va garantir que les données qu'on traite sont hébergées en France, par exemple. Donc ça va diminuer le nombre d'outils. Pour tout ce qui est deep learning, par exemple, alors au niveau langage, on va dire aux bibliothèques, TensorFlow, Keras, Coffee, Theano, ça va dépendre du développeur, du machine learning engineer, du data scientist en lui-même, et ça va dépendre aussi de ce qui est déjà en place. Si ce qui arrive parfois dans les entreprises, il y a déjà un data lab où il y a déjà des équipes de data scientists en place. Parfois, ils ont leurs préférences. On ne va pas arriver avec nos gros sabots et dire il faut tout changer, il faut faire ça dans ce langage. On va au contraire essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que vous avez déjà. L'idée n'est pas de refaire l'organisation du client, mais d'essayer de l'adapter. Donc, comment choisir l'outil le plus adapté à son use case? Ça va être parfois des groupes d'outils, mais ça va être le use case, le client et les personnes qui sont en place et les data scientists, analystes et machine learning engineers avec qui vous travaillez. Ensuite, il va y avoir des considérations, je vais essayer de répondre rapidement, mais des considérations de volumétrie, il va y avoir des considérations d'open source ou pas open source, des considérations de si est-ce que les données sont accessibles par API ou pas. Là, on va utiliser peut-être App Connect ou Funnel ou plein d'autres choses. Est-ce qu'on veut que ce soit portable? Est-ce qu'on veut que ce soit léger ou est-ce qu'on s'en fiche du poids? Voilà. Et une autre question de M. Frédéric. Comment vois-tu l'intégration entre la data science et les nouveaux outils de type blockchain, API management et le RPA? Sont-ils complémentaires? C'est une très bonne question, ça, justement, parce qu'on en parle souvent et la data science, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un domaine extrêmement vague et c'est un mot qui englobe tout et pas grand-chose. La data science, elle inclut aussi, c'est de la science de la donnée. Donc la blockchain, je suis tout à fait d'accord. Les nouvelles blockchains qui sont hyper intéressantes et novatrices, qui sont plus des pompes d'énergie comme le Bitcoin l'est. On a des blockchains françaises qui sont extrêmement écolo, qui sont très intéressantes. On va faire de l'intelligence artificielle avec un backbone de blockchain. Donc ça rentre globalement dans la data science. L'API management, c'est pareil. La plupart des sources de données maintenant sont disponibles via une interface API, c'est-à-dire via comme un guichet à la poste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'intermédiaire. Alors c'est automatique et il n'y a pas besoin de demander. Enfin,
bref, c'est optimisé, mais on va pouvoir accéder aux données de façon sécurisée, de façon contrôlée, et on va pouvoir aller chercher des données. Alors, prenons un exemple typique de marketing analytics, parce qu'il y a beaucoup d'API de choses qui fonctionnent là-dessus. On va avoir une API LinkedIn, une API Google, une API Google Analytics, une API Gmail, une API tout ce qu'on veut, et on va pouvoir accéder à toutes nos données, les centraliser et pouvoir les traiter derrière. Et le RPA, c'est encore une fois extrêmement intéressant, parce que le RPA va nous permettre d'automatiser des tâches. Alors, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle dans le RPA, donc de data science derrière. Ça reste quand même en cours d'explosion. C'est pas encore totalement de l'IA plus du RPA, mais le RPA en lui-même, l'automatisation de process comme l'envoi d'email, comme la lecture de PDF, comme la réponse ou l'envoi de PDF. Nous, on l'a intégré, par exemple, dans une plateforme que je vous ai montré d'ailleurs sur une des vidéos. Il y a des outils de RPA intégrés, de la blockchain, etc. Je pense que l'intégration entre ces 4 briques, elle est et avec d'autres briques et d'autres types de technologies, elle est indispensable parce que c'est ce qui fait que on va pouvoir avoir des use cases hyper intéressants, qu'on va pouvoir avoir une valeur qui va exploser. On va plus rester seulement dans la statistique classique, comme je le montrais sur les séries temporelles, c'est-à-dire juste de dire voilà, j'ai 3 ans de données, on va augmenter, on va essayer de prédire l'année prochaine. On va pouvoir intégrer des choses beaucoup plus vastes, des sources de données très très disparates, et consolider ça dans un même algorithme, dans un même brique logicielle. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions pour le coup? On parle beaucoup d'IA et de data science dans la cybersécurité. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on parle de data science dans tout, parce qu'on s'aperçoit que encore une fois, que la data, c'est une matière première, comme je le dis souvent, ça comme, pareil, je ne suis pas tout seul, hein, mais comme l'or, comme le pétrole, comme c'est une matière première qui a la grosse différence d'être reproductible et de ne pas avoir de date de péremption, en gros, quasiment. Donc, ce qui fait qu'on a une multiplication de cette matière première qui est telle qu'on s'aperçoit qu'on peut faire de la data science dans tous les domaines, quasiment. Et si on n'a pas forcément, si on pense qu'on n'a pas suffisamment de données, la plupart du temps, on en a suffisamment. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut aller en récupérer dans d'autres sources de données. Donc, dans la cybersécurité, on le voit aussi apparaître. On a été en contact avec certaines entreprises de cybersécurité qui sont exclusivement basées sur de l'intelligence artificielle aussi et de l'analyse de données. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à détecter des patterns de comportements malicieux ou pas, arriver à filtrer des comportements normaux, même s'ils semblent malicieux, mais en fait, tout concourt à dire que c'est une exception, arriver à gérer ça, ce qui est très intéressant, et arriver aussi à créer des réponses aux comportements malicieux, des brèches de sécurité, etc., des réponses qui sont automatisées grâce à de l'apprentissage automatique non supervisé, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que la brique IA fonctionne en apprenant par elle-même. Et c'est tout l'intérêt, je ne l'ai pas dit aussi, mais sur l'exemple du retail, c'était ça l'intérêt aussi, c'était qu'on était sur de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on laisse l'algorithme déterminer lui-même quel pourrait être le résultat, quelles pourraient être les catégories qu'on a vues. Et dans le cadre de la cybersécurité, on laisse l'IA déterminer qu'est-ce qui pourrait être bien ou pas bien. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'humain est oublié et n'a plus rien à dire. Il ne faut pas faire peur du tout. L'humain confirme tout ça, sauf qu'on ne pourra pas égaler la puissance d'apprentissage d'un algorithme d'IA, on ne pourra pas le superviser à toutes les étapes. En fait, le gain de temps qu'on a et d'efficacité, il est extraordinaire. Donc, il y a de l'intérêt à maîtriser l'IA, il y a de l'intérêt à savoir ses limites à l'IA, clairement, à ne pas essayer d'en mettre, c'est clairement notre credo à nous, de ne pas en mettre là où il n'y en a pas besoin, parce que ça va occasionner des surcoûts énormes, ça va occasionner des use cases qui se pètent la face, c'est pas intéressant du tout. Par contre, dès qu'il y a un petit intérêt pour du machine learning ou du deep learning, il faut y aller parce que les résultats explosent derrière. Il y a une question de Chéri sur l'onglet question. Est-ce que les problèmes de NLP sont toujours d'actualité? Quels peuvent être les use cases? Est-ce que les problèmes de NLP sont toujours d'actualité? C'est une question assez fondamentale, c'est intéressant. Pourquoi pas? Quels peuvent être les use cases? Il y a des use cases très divers pour le NLP. On parle donc NLP, Natural Language Processing, et NLU, Natural Language Understanding. Il y a des use cases de partout dès lors qu'on a du texte. C'est un peu, le NLP devient petit à petit comme une régression linéaire, quasiment, selon moi. C'est-à-dire que ça devient une brique qui est de plus en plus facile à mettre en œuvre, qui fournit des résultats qui sont de mieux en mieux, et ça permet d'avoir très rapidement une petite brique où on va, par exemple, parser un PDF et en tirer tout le contenu, l'analyser un peu et en faire un résumé. Ça, on peut le faire de plus en plus facilement.
Donc, il y a des use cases, il y a des cas d'utilisation. Ça devient de plus en plus facile. Les cas d'utilisation, à part ça, ils sont dès lors qu'on a du texte, on a une notion de sémantique, dès lors qu'on a une notion d'interactivité aussi avec un client ou avec un… Là, je parle d'un client, un individu, par exemple. Si tout ce qui est chatbot, par exemple, ça commence à être un peu passé de mode, les chatbots, mais ça va rester quelque chose qui est présent et ça va réexploser quand on aura de nouveau du NLP un peu plus performant. Je pense que le NLP est d'actualité. Je pense que on a mis beaucoup de pression sur le NLP en pensant que ça allait résoudre complètement tous les problèmes d'analyse de texte. Je pense qu'on s'aperçoit qu'on en est encore un peu loin et qu'il faut de toute façon une collaboration entre l'humain et l'IA, telle que nous on la pense en tout cas, c'est-à-dire une vraie collaboration, et qu'on puisse augmenter l'humain grâce à des outils IA. Voilà. Nicolas, si l'on souhaite commencer à apprendre bonjour, pardon, et merci pour votre retour. Si l'on souhaite commencer à apprendre tout cela, par où peut-tout commencer? Python, formation, diplôme de référence, quel parcours pour vous rejoindre un jour? Eh bien, ravi que tu aies envie de nous rejoindre un jour, avec plaisir. Alors, très bonne question. Il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui disent apprenez la data science en 4 semaines. Vous le verrez sur LinkedIn très souvent. Méfiez-vous. There is no free lunch, comme on dit dans le domaine. Il n'y a jamais rien qui est gratuit, il n'y a jamais rien qui est aussi rapide. D'un autre côté, on a le chef du machine learning chez Google qui dit data scientist, c'est 10 ans d'expérience, point barre. Avant ça, vous n'êtes pas data scientist. Bon, il y a un juste milieu. Commencer, ça dépend de votre parcours. Python, c'est bien parce que ça permet tout de suite de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, si je puis me permettre, et de tester des choses et d'avoir des résultats très rapidement. Ce que vous avez vu, la plupart, presque tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était du Python, la restitution sous forme de cartes, les analyses derrière, etc. Et c'est une toute petite partie de ce qu'on peut faire. Pour moi, ce qui va être pertinent, ça va être d'attaquer un tout petit peu les aspects machine learning et statistiques un peu. Je pense que, hop, attendez, je vous montre par exemple ce genre d'ouvrage. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai sur mon bureau, Hands-on on Machine Learning and with Scikit-learn, Keras et TensorFlow. C'est un pavé écrit par un Français qui est dans la Silicon Valley, comme beaucoup en Machine Learning. Et c'est ce genre de choses, par exemple, mélange la programmation en Python et des use cases très concrets sur des jeux de données concrets en utilisant du Machine Learning, du Deep Learning, des statistiques avec des rappels qui sont fondamentaux. Donc ce genre de livre, Aurélien Géron, je pourrais le mettre dans le chat si vous le souhaitez. Ce genre de livres sont extrêmement bons. Moi, j'ai une préférence pour les livres. Encore une fois, peut-être que ça vient de ma formation, mais je trouve que c'est un des je fais rapidement, mais c'est un des moyens d'apprendre qui est le plus technologique, en fait, parce qu'on peut s'arrêter où on veut, on peut mettre des marque-pages, on peut revenir en arrière. Enfin, c'est presque imbattable. Moi, je suis très sensible à ça. Maintenant, il y a beaucoup de ressources. DataCamp est très, très bien pour le côté Python Data Science, effectivement. Il y a beaucoup de choses, comme vous avez pu voir. Il faut toujours se méfier des choses gratuites et des choses qui vous promettent d'être efficace en quelques semaines. Il vous faut surtout de l'expérience, en fait. Il faut surtout manipuler des données, gérer des cas d'utilisation particuliers, et c'est là où on va pouvoir augmenter sa culture en data science. Voilà. Écoutez, on va conclure pour le coup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup Benjamin pour la présentation. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter, Benjamin ou moi-même, si vous avez besoin d'informations complémentaires. On sera ravis de pouvoir y répondre. Et on vous souhaite bon courage pour le déconfinement de la semaine prochaine. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à tous. Et puis, pareil, très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine. Et puis, faites attention à vous. À bientôt. À bientôt.